toutes et à tous. Merci à nos trois invités de ce matin d'être avec nous et merci d'être avec nous aussi ce matin. On va parler donc de remote, donc d'organisation d'entreprises qui sont plutôt en mode éclaté, on va dire, qui ne sont pas forcément tous sur le même site pour travailler ensemble, voire avec des entreprises qui sont complètement à distance, avec des personnes qui ne se voient que très rarement, mais qui sont tout le temps en connexion par d'autres moyens. Donc on a l'honneur d'accueillir donc Frédéric Castagnac, Cédric Maucourt et Christophe Pasquier. Frédéric Castagnac, vous êtes du coup alors senior marketing spécialiste, c'est ça, chez Zapier. C'est bien ça. Chez Zapier, vous êtes vous êtes passé par Azendue pendant 5 ans. Vous êtes maintenant installé dans le Sud-Ouest et vous travaillez donc pour Zapier, donc qui est une organisation 100% en remote. Zapier en quelques mots. Alors, Zapier, c'est une application qui permet de connecter d'autres applications entre elles. Donc, ça fonctionne avec les API et ça va permettre de transférer de la donnée d'une application à une autre application. En général, il vaut mieux donner un exemple pour bien expliquer ce que ça fait. Vous utilisez Facebook pour faire des campagnes et acquérir des leads et vous avez un CRM pour gérer après vos leads. Ces deux applications ne communiquent pas entre elles, mais grâce à Zapier, en fait, vous allez pouvoir les connecter et du coup, vous allez pouvoir passer vos leads de vos campagnes Facebook dans votre CRM directement et peut-être envoyer des emails automatiquement, etc. Donc, c'est une sorte de connecteur. Ok. Merci Frédéric. Cédric Maucourt, donc directeur technique et cofondateur de Recommerce Group. En quelques mots, du coup, tu as fait, on va se tutoyer sur cette table ronde, tu as fait donc un parcours dans le conseil, master spécialisé en développement durable, et puis pour mixer les deux, du coup, une entreprise aujourd'hui qui fait dans l'économie circulaire pour recycler des smartphones, c'est Recommerce. Recommerce ou Recommerce, ça dépend si tu es en France ou à l'international. D'accord. L'organisation est un petit peu différente chez Recommerce puisque vous êtes éclaté sur 2 sites. Ça a commencé à Paris. Aujourd'hui, il y a à peu près 80 personnes à Paris, c'est ça? Et puis une dizaine à Nantes. On est bientôt 90. Alors à Paris, on a quelques personnes en Suisse également puisqu'on s'est développé un peu à l'international. Alors nous, ça fait 10 ans qu'on existe, donc ça fait quelques années qu'on a pu grossir. Et donc effectivement, le siège est à Paris, donc avec la majorité des people à Paris. Et donc moi, j'ai monté il y a 2 ans un bureau à Nantes pour étendre la DSI. Donc là, aujourd'hui, on a une dizaine de personnes à Nantes. Et à savoir aussi qu'on en a des gens à Grenoble, 3 personnes, à Bordeaux, 2 personnes. Et donc, il s'agit de faire travailler tout ce petit monde ensemble. Merci Cédric. Et puis notre dernier invité aujourd'hui, donc Christophe Pasquier de Slight. Entreprise, donc tu es le cofondateur de Slight, entreprise qui existe depuis 2016. Slight, c'est un outil qui permet de justement faciliter le travail en remote. C'est un Slack en plus globalement, c'est ça? Alors, effectivement, ça permet des équipes en remote de travailler mieux. Après, c'est destiné à l'ensemble des équipes. C'est un espace de travail collaboratif où l'ensemble de l'information de la boîte peut être retrouvée, que ce soit des notes de meeting, de la documentation, tout ce qui va être project management. Donc, ça aide beaucoup les remotes. C'est un outil qui est essentiel au remote et après, c'est utile pour n'importe quelle boîte. Ok, et merci. Vous êtes 14 aujourd'hui, hein, c'est ça, chez Slight. Vous êtes encore un petit peu installé à Paris. Il y a 5 personnes à Paris, c'est ça? Et puis tout le monde, le reste de l'équipe est dispersé en France, voire à l'international? Alors voilà, on a un petit centre à Paris qui est historique, qui était de 5 personnes quand on s'est parlé la dernière fois, qui est de 4 personnes maintenant, parce que ça a tendance à partir justement en remote. Et en fait, c'est une tendance qu'on est en train d'assumer de plus en plus. On va être full remote à la fin de l'année. Ok. Alors, premier thème de cette table ronde, on va commencer avec toi, Frédéric, parce que aujourd'hui, en fait, Zapier, c'est sans doute le modèle quasiment le plus surprenant des 3, parce que vous êtes aujourd'hui 200 chez Zapier. Et pour le coup, là, il n'y a personne qui travaille au même endroit physiquement. Et c'est parti comme ça depuis le début. On va parler de construction des organisations et voir en fait comment chacune de ces entreprises s'est construite autour de cette question du remote. Et donc chez Zapier, la culture, c'était dès le début.
Oui, c'est ça. En fait, Zapier, l'entreprise a été créée en 2014. C'est un projet de Startup Weekend à la base. Et les 3 cofondateurs ne vivaient pas dans la même ville. Ils faisaient des études, ils travaillaient dans des villes différentes. Et en fait, le projet a commencé à prendre très rapidement. Donc, ils ont commencé à avoir des premiers clients assez rapidement. Et donc, ils ont commencé à avoir ce side project à côté de leurs études et de leur travail, sans travailler ensemble, donc chacun dans leur ville respective. Et le projet a pris, donc ils ont commencé à se dire, on va y consacrer tout notre temps, mais on va continuer tous les 3 à travailler de notre côté. Et là, il a fallu recruter les premiers employés. Et en fait, c'est quand il a fallu recruter les premiers employés qu'ils se sont vraiment posé la question de qui on recrute. Et ils avaient des personnes dans lesquelles ils leur faisaient confiance, en fait. Donc, ils se sont dit, est-ce qu'on recrute quelqu'un dans San Francisco, dans une des villes là où l'un vivait, ou est-ce qu'on recrute notre ami de collège qui vit à Denver? Et donc, c'est comme ça qu'en fait, ils ont recruté la première personne, la deuxième, la troisième. Et en fait, au fur et à mesure, ils se sont aperçus qu'en remote, ça marchait, que la boîte continuait à avoir des clients, continuait à bien fonctionner. Et du coup, ils ont décidé de partir full remote. Donc, ils ont vraiment pris cette décision. Et donc, de commencer à mettre des process en place. Chez Slide, c'est peut-être un peu différent parce que la volonté était. C'est toi qui as vraiment insufflé en fait cette idée du remote, mais c'est pas finalement. Vous n'êtes pas forcément rendu compte que ça marchait. On avait plutôt l'idée de se dire, on va aller vers le remote parce qu'il y a sans doute des opportunités en fait avec ça. Ouais, complètement. Moi, j'étais seul fondateur et très vite, en fait, j'ai eu mon CTO qui m'a rejoint. Et en fait, je pense que la différence, c'est que si je me souviens de l'histoire de Zapier, il y en a un des 3 qui devait partir. Et ils ne pouvaient pas le remplacer, en fait. Et ils étaient obligés du coup d'aller en remote. Et après, ils ont recruté ce gars. Et en fait, nous, on était un peu différents. On était 2 à Paris. Et juste, en fait, on a trouvé un gars en fait, qu'on connaissait un peu d'avant aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose, ce lien de confiance qui aide à partir en remote, qui était exceptionnel. Un super développeur. On avait pleine confiance en lui. Et il était à Tours. Et on était là, on s'en fout. C'est Tours. Tu vois, genre, Tours-Paris, c'est 1h30. Il peut venir une fois toutes les 2 semaines s'il a envie. Et du coup, en fait, c'était un peu un choix facile de tester. Et peu à peu, en fait, on a continué comme ça. On s'est rendu compte que c'est vraiment cette réflexion on avait plus confiance dans les gens qu'on avait recrutés à l'international. Donc, pourquoi est-ce qu'on mettrait la distance comme une barrière? Et du coup, on a juste essayé et ça marche super bien. La question de la confiance, Cédric, c'est un élément essentiel aussi, je pense, pour Recommerce. Vous avez, à un moment donné, tu as voulu partir de Paris pour des raisons familiales, une envie de décoller de la capitale, on va dire, et la confiance a énormément joué, j'imagine, en fait, dans la possibilité de monter une antenne de Recommerce en région. Tout à fait, parce que la démarche peut ne plus paraître très originale maintenant, puisqu'on n'est pas la seule entreprise parisienne à avoir monté à bureau à Nantes. Ce qu'il est un peu plus, c'est peut-être à l'âge auquel est arrivé ce mouvement dans l'organisation, puisque l'entreprise, quand c'est décidé, avait 7 ans, donc toujours en pleine croissance et avec toutes les problématiques qui vont avec, d'aller vite, de délivrer vite, notamment côté DSI, où tout le temps une roadmap qui est super pleine. Donc effectivement, il s'est agi de convaincre finalement en interne que le mouvement était possible, que certes c'était une volonté personnelle. Alors il s'est avéré en fait, en faisant le tour de mon équipe, que ça a été une somme de volonté personnelle, puisque je ne suis pas arrivé tout seul. On est arrivé à 3, il y avait déjà 2 autres personnes qui s'est trotté un petit peu dans la tête de se mettre au vert, de partir de Paris. Donc j'avais un Nantais d'origine qui notamment m'a suivi. Donc oui, après, en termes de gouvernance en interne et d'arriver à convaincre finalement les autres départements avec qui on collabore que le mouvement était possible et qu'il allait apporter finalement des fruits positifs pour l'entreprise, c'était pas forcément évident, mais effectivement, ça a permis de tester la confiance. Et, en l'occurrence, ça s'est bien passé. La question de la maturité, quand on avait échangé, tu m'as dit que la question de la maturité était assez essentielle quand même pour pouvoir se faire ce passage de... notamment, moi, je me questionnais beaucoup sur... Il y a un cofondateur qui part en fait du siège de l'entreprise, le déséquilibre que ça peut créer, mais donc tu me disais la maturité de l'entreprise, c'était quelque chose de clé. Oui, tout à fait. Alors, 7 ans, c'est pas beaucoup, et c'est beaucoup aussi pour une start-up, puisque ça nous a permis, durant toutes ces années, de mettre en place quand même une organisation assez stable, notamment au niveau de la DSI, où on a notre propre implémentation de tout ce qui est agilité, donc rien de très, très original. En tout cas, ça permet de poser des bases qui ensuite sont juste un préalable nécessaire pour une organisation distribuée qui peut fonctionner.
Donc, ouais, effectivement, il y a eu quand même tout un travail préalable qui nous a permis en tout cas de mettre en place et d'exécuter au jour le jour, au quotidien, cette forme d'organisation. Ok. Sur la question justement de l'adaptation, est-ce que, et on va continuer avec toi Cédric, sur la question des profils que vous avez recrutés, est-ce que ça a changé quelque chose? Et ça va faire la transition avec le second thème qui est vraiment sur cette question des profils, parce que sur la question des profils en fait, qui travaillent dans ces entreprises, on imagine que ce n'est pas forcément en fait, tout le monde qui est fait pour travailler dans ce type d'organisation. Est-ce que vous, ça a changé quelque chose ou finalement pas vraiment en fait, dans les profils que vous avez trouvés? Alors j'ai envie de dire pas vraiment. C'est dans le sens où alors c'était une des promesses du coup de ce mouvement de partir en région et de monter une antenne. C'était aussi effectivement de s'offrir plus d'opportunités de recrutement dans la tech. Donc le recrutement notamment de développeurs à Paris est de plus en plus compliqué, de plus en plus concurrentiel. Enfin, nous on le sait puisque ça fait 10 ans qu'on anime une équipe tech qui est de 25 personnes aujourd'hui. On a un petit peu de turnover, il faut aller recruter. On a du mal à Paris. Donc effectivement, le fait d'aller à Nantes, c'était déjà de s'offrir une opportunité supplémentaire pour le recrutement. Donc quelque part, toutes les fiches de poste à partir de ce moment-là ont été ouvertes des deux côtés. Et c'était aussi de quel côté ça répondrait le mieux. Donc ça nous a permis effectivement de recruter plus de personnes sur Nantes dans l'espace des 2 ans qui ont suivi. Après, au niveau des profils, pas forcément de sélection particulière. Alors nous, on était parti du principe en termes d'organisation d'essayer quand même de siloter un maximum localement en fait les périmètres fonctionnels. C'est-à-dire que d'essayer de faire des équipes les plus autonomes possibles, donc à Paris et à Nantes, notamment quand on parle de production IT. Donc on a un product owner et des développeurs. On a essayé un maximum de faire ces silos locaux. Dans la réalité, il s'est avéré qu'on a un peu dévié de ça aussi parce qu'on a préféré saisir des opportunités en termes de recrutement. Majoritairement, on reste sur ce silotage, mais on a quand même des personnes qui vont travailler, par exemple sur Nantes, avec une majorité d'autres personnes qui sont à Paris et inversement. Donc là, effectivement, quand on effectue ces ajustements d'organisation, ce n'est pas non plus tous les profils qui sont compatibles avec ce mode de travail. Pour faire basique et en un seul mot, on va plutôt aller chercher les personnes qui sont relativement extraverties, qui savent aussi bien communiquer au quotidien, bien aller chercher l'information quand il s'agit d'aller interagir avec un maximum de personnes qui se trouvent à distance. Donc oui, il y a quand même ce petit filtre qu'on peut pallier aussi par d'autres artifices d'organisation en faisant déplacer les gens régulièrement pour provoquer aussi des rencontres physiques qui restent très importantes. En tout cas, oui, il y a des ajustements au niveau des profils. Ouais, on est vraiment dans la logique d'antenne qui travaille loin finalement du siège principal. Sur des logiques comme chez Slight. Par contre, toi, tu me disais, il y a un vrai processus de recrutement particulier parce qu'il y a des profils qui doivent en fait travailler vraiment en autonomie et seuls. Et donc, tu m'as dit que tu avais fait pas mal de recherches, pas mal d'interviews, des rencontres de personnes qui avaient mis en place justement dans leur organisation du travail à distance et du 100% remote quasiment. Ce qui t'a permis de t'inspirer un petit peu de tout ça pour tes recrutements? Ouais, en gros, l'année dernière, du coup, encore une fois, on est beaucoup plus petit que Zapier et e-commerce. L'année dernière, on a doublé de taille, ce qui était petit pour nous, parce qu'on avait clôturé une levée de fonds. Et là, s'est posé vraiment la question de, OK, en fait, j'avais déjà fait quelques recrutements, je voyais ce qui marchait pas. Il y avait quelques recrutements remote, mais finalement, ce n'était pas la majorité à l'époque. Ce qui a suivi, c'était que des recrutements remote. Et je le sentais, en fait. Je savais qu'on avait besoin de profils qui étaient plus qualifiés, que c'était beaucoup plus dur à trouver sur Paris. Et du coup, qu'on allait profiter du fait d'aller en remote. Et du coup, effectivement, j'ai contacté des fondateurs ou des C-level dans des boîtes comme InVision, justement Zapier, et je sais pas, HIP. Tu as quelques grands noms du remote, et notamment des équipes justement comme InVision qui ont réussi à scaler jusqu'à 700 personnes en full remote. Et clairement, y a des tips qui arrivent. Et après, je pense que Cédric, tu l'as dit un peu, il y a un mix entre proactivité, le lien humain de savoir est-ce que tu peux faire confiance en la personne et capacité à communiquer plus que de raison, qui est vachement important et qui font partie de nos critères de recrutement aujourd'hui.
Donc j'entends communication, j'entends confiance, qui sont deux mots essentiels. Et donc on va revenir sur ces thématiques-là effectivement finalement j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de communication finalement dans ces entreprises finalement que dans d'autres. Mais Frédéric, avant peut-être tu es la personne recrutée, tu es le profil qui travaille en remote. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire et pourquoi tu penses que tu as le profil en fait pour faire ça, au-delà d'avoir l'envie de vivre dans le Sud-Ouest, qui était une vraie volonté? Alors ouais, moi comme je l'explique souvent, c'est qu'il faut savoir que le remote c'est pas fait pour tous les employés, c'est pas fait pour tous les managers, et c'est quelque chose qui est assez important à Zapier au moment du recrutement. C'est-à-dire que quand on recrute une personne, donc on regarde ses compétences, sa capacité à parler, à communiquer, etc. Mais aussi on s'assure dès le départ que le remote est quelque chose dont elle a envie. Et en fait moi c'est quelque chose dont j'avais envie parce que bon, le Sud-Ouest bien sûr, mais surtout parce que je suis très indépendante dans mon travail et le fait d'être entourée de personnes ne me manque pas. Donc je sais que j'ai cette capacité à travailler très bien quand je suis toute seule dans mon environnement et surtout quand on travaille, parce que moi donc, je suis en France, mais la plus grande partie de mes équipes est aux US ou sur d'autres time zones. Donc, je suis très seule, en fait, toute la journée. Mes collègues se lèvent, il est déjà 15 heures pour moi. Donc, il faut savoir qu'il faut avoir cette capacité, en fait, cette envie d'être seule et d'être focus sur ses projets pendant un long moment. Et après, voilà, 15 heures, les discussions commencent, les réunions commencent. Mais c'est vraiment une méthodologie de travail avec laquelle il faut être d'accord dès le départ, en fait. Il ne faut pas se dire « je vais essayer et on va voir ». Il faut savoir se connaître et c'est pareil de la part d'un manager. Moi, je vois mon manager aujourd'hui, c'est quelqu'un, on revient sur la confiance, mais c'est quelqu'un qui me fait entièrement confiance. Et je crois qu'on ne m'avait jamais autant fait confiance que ça par le passé, parce qu'il n'a pas besoin d'être derrière mon épaule pour savoir si je travaille. Si je vais faire une pause et que je vais courir 1 heure à 11 heures, ben en fait, c'est pas grave. Mes projets, ils avancent et ils sont là. Donc, c'est vraiment cette notion de confiance de la part des managers. Tous les managers ne sont pas capables, je pense, de faire confiance à ce point-là, et c'est vraiment un point important dans le remote. Et comment je trouve que c'est intéressant aussi de revenir sur le tout départ, en fait. Comment on commence en remote, c'est-à-dire dans le processus de recrutement, il y a la rencontre physique quand même qui intervient à un moment donné à Zapier, qui intervient tout de suite, qui intervient un peu après. Comment ça se... Alors, quand on était plus petit, oui. Tout le monde faisait une semaine qu'on appelle d'onboarding à San Francisco. Donc on y allait, nos managers venaient et tous les nouvelles recrues du mois étaient là. T'es arrivé chez Zapier, il y avait combien de personnes 100. Il y avait déjà 100 personnes. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on est à ce moment-là, il y avait encore déjà les rencontres d'onboarding qui se produisaient. C'est ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'aujourd'hui, on recrute beaucoup. Ça s'est vraiment accéléré. Donc aujourd'hui, on fait des semaines d'onboarding en remote. Donc tous les nouveaux salariés qui viennent d'être embauchés vont avoir une semaine et ensemble, en fait, ils vont découvrir l'entreprise de chez eux. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Zapier, on se voit quand même 3 fois par an. Donc 3 fois par an, c'est assez régulièrement. Moi, je vais aux États-Unis, 3 fois par an. Et finalement, en fait, entre le moment où j'ai été recrutée et le moment où j'ai vu mes collègues, il s'est passé. Donc moi, j'ai pas fait la semaine d'onboarding pour raisons personnelles, mais il s'est passé 2 mois. Donc j'ai commencé 2 mois toute seule. Et j'ai vu mes collègues. Donc on arrive quand même à se voir et à se rencontrer, à créer ce lien qui est quand même important. Le lien est important effectivement et en même temps pour le créer du coup il faut être outillé. En termes d'outils, j'imagine qu'on a une armada de choses. Alors on peut avoir Slide a priori. Zapier aide également du coup à se travailler en remote. Qu'est-ce que vous utilisez d'autre? C'est les outils du quotidien chez Zapier, c'est Slack, c'est ça hein? Oui, nous, le Slack, c'est notre outil de communication, quoi. C'est le bureau. C'est la machine à café pour discuter. On a des choses sérieuses sur Slack, on a des choses pas sérieuses sur Slack. C'est vraiment là où on va se retrouver, où on va échanger sur les produits et hors produits. Et après, on a, je sais pas si tu veux que je liste tous les produits, mais on a une armada. Peut-être ceux qui sont peut-être les plus emblématiques entre guillemets, ou ceux qui semblent être assez essentiels, parce que le travail en remote, c'est vrai que ça demande forcément en fait de s'équiper à un moment donné. C'est ça. Alors, je veux dire les 2 autres outils qui sont vraiment indispensables à l'entreprise. Le premier, c'est pour la documentation. Donc nous, on est sur Quip, pas sur Slide, désolé. Alors Quip, t'écris ça? Quip, Q-U-I-P. Okay. Donc c'est pareil, c'est comme Slide, en fait, c'est un de vos concurrents, j'imagine. Oui, un moins bien, moins bien a priori. Hein, bien, moins bien. Mais en gros, voilà, c'est là où on va écrire
En fait, comme on est en remote et qu'on ne se voit pas, dès qu'on a un projet, dès qu'on a une idée, dès qu'on veut faire quelque chose, on le documente. Donc on écrit, on fait ce qu'on appelle un spec. On écrit, voilà, pourquoi je veux le faire, qu'est-ce que je veux faire, avec qui je veux travailler, comment ça va avancer. Tout est documenté. Donc tout est documenté dans Quip. Ça, c'est un peu à l'amorce des projets. Une fois que les projets avancent, on passe sur Slack, on communique, voilà, on dit, bon, ben, tiens, on organise des réunions. Et une fois que le projet est abouti, on a un blog interne, en fait. Donc c'est une plateforme sur laquelle on va publier les résultats de nos projets. Bon, mais voilà, moi, j'ai implémenté telle feature, telle fonctionnalité, pardon. Voici les résultats, voici comment elle fonctionne, voici pour le support, voici qu'est-ce que vous devez expliquer, etc. Et ça, on le publie. C'est un peu le livre de bord de la boîte. Et ça, c'est vraiment le troisième outil qui est indispensable. Parce que quand on arrive, on est parti une semaine en vacances, et ben on ouvre ce livre de bord, on n'a pas besoin de parler à qui que ce soit, on est au courant de tout ce qui s'est passé dans la boîte. La question de la documentation, elle est assez essentielle et on va y revenir parce que c'est trois choses que vous m'avez beaucoup dites quand on s'est entretenu individuellement. Je vais simplement donner la parole à Cédric sur la question des outils. Chez vous aussi, c'est quand même assez essentiel. Alors vous avez le train pour faire des Paris-Nantes, ça se fait plutôt bien, mais il n'y a pas que ça. Oui, bel outil. Merci la SNCF pour tout cet accompagnement. Non, mine de rien, c'est vrai que, enfin, on en parlait tout à l'heure sur les rituels, mais on s'impose aussi beaucoup de déplacements. Alors, nous, c'est quand même plus simple parce qu'on a majoritairement 2 sites, Paris et Nantes, donc le Paris-Nantes en 2 heures, c'est assez pratique. Et du coup, alors moi, j'y suis régulièrement personnellement, puisque donc j'ai plus de la moitié de mon équipe qui reste à Paris, donc je fais à peu près 2 jours par semaine en moyenne, mais également au sein de mes équipes, la moindre occasion d'un lancement de projet, une besoin de démonstration de là où on en est sur notre travail. Ça s'impose assez naturellement. On déplace les gens et on crée quand même ces moments de réunion physique. Donc ça aide quand même à créer du lien beaucoup de manière interpersonnelle. On ne s'en prive pas. Bon voilà, belle facture SNCF au final en fin de mois. Mais ça vaut le coup, je pense. Il y a un vrai retour sur investissement. Après, au quotidien, en termes d'outils, comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup capitalisé sur ce qu'on avait mis en place avant. Donc sur la gestion de projet, finalement, il n'y a pas eu de gros changements. Nous, on s'appuie de manière très classique sur des outils comme Jira pour tout ce qui est gestion de projet informatique. Donc des tickets. Après, il y a une organisation propre. Petite gestion de projet, c'est ? Oui, tout à fait. Juste le nom. Jira. Jira. Je l'ai dit, mais trop vite. Okay, ouais. Voilà, mais tu as des petits tickets, tu les déplaces, tu as des projets dedans. Donc voilà. Après, l'organisation des projets reflète l'organisation sur site et ce silotage dont je parlais tout à l'heure. Donc là, c'est matérialisé au sein de l'outil. À côté de ça, on utilise Confluence, qui fait partie de la même suite logicielle, mais qui est plus un wiki sur de la base de connaissances et qui permet de capitaliser sur la documentation projet, la documentation technique. Les développeurs utilisent Bitbucket, qui est un équivalent de GitHub. Pareil, pas de changement, ils l'utilisaient avant qu'on soit en organisation un petit peu plus remote. Bitbucket, c'est pour partager du coup le code versionning source, de code, voilà, tout à fait. Okay. Donc tu pousses ton code dessus, tu fais des commentaires, tu fais de la revue de code également. Donc ça permet aux développeurs de travailler entre eux. En revanche, ces outils, on sent qu'on les exploite bien plus depuis qu'on est dans ce mode d'organisation. Et c'est là aussi qu'on découvre toute la puissance de certaines fonctionnalités, quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Au-delà de ça, pareil, pas très classique, mais on a remis en place Slack justement au moment où on a fait ce mouvement sur Nantes. Alors c'est marrant Slack parce que on avait déjà essayé il y a 5 ans, puis c'était un vrai bazar. L'équipe était relativement, très autonome. C'est intéressant Slack parce que c'est quand même un vrai sujet. On cherche à diminuer le mail, voire à le supprimer dans beaucoup d'entreprises. Et puis on se rend compte que Slack, ça apporte aussi son lot de fouillis. En tout cas, c'est ce qu'on s'est rendu compte chez Recommerce. Oui, alors c'était il y a 5 ans, le premier essai, qui était complètement porté en fait en interne de ma direction et sans trop de cadrage au final et de lien finalement avec une vision projet. On voulait tester un petit peu l'outil. Puis bon, il s'est avéré que ça faisait juste beaucoup de bruit au quotidien sans... C'était plus utilisé pour le côté fun, alors qui est très important, pareil pour construire l'esprit d'équipe, les relations interpersonnelles au quotidien, mais assez peu de liens avec finalement la finalité projet, delivery du département. On a remis le couvert donc il y a 4 ans, enfin il y a 2 ans, pardon, au moment où on a monté le bureau à Nantes, et cette fois-ci
Alors là, pour le coup, je suis un peu contrôle freak sur Slack. C'est-à-dire que les channels publics, c'est moi qui les crée. Bon, et après, il y a plein de choses en privé qui se passent et c'est très bien. Mais il y a un alignement, en tout cas, avec la stratégie projet qu'on met en place à côté et un vrai lien entre cet outil Slack et le quotidien du projet. Et là, ça apporte une plus-value qui est juste énorme. Donc, concrètement, donc j'ai des équipes projets qui, donc au fil de l'eau, se sont retrouvées avec des ressources sur les 2 sites qui participent au projet. Le lien sur Slack au quotidien, ça permet de centraliser beaucoup de choses, de lancer des rituels tels que des daily meetings, donc sous forme de visio ou sous forme juste de chat. Et puis, c'est vraiment la moindre question peut être posée là-dessus. Il y a une instantanéité de l'outil qui fait que ça aide beaucoup, quoi. Donc, entre un Nantais et un Parisien, ça reste très fluide et c'est hyper pratique. Donc, c'est un bel outil au final. Alors, tu as commencé à parler d'outils de visioconférence, mais c'est venu très tardivement dans le. Il faudrait que tu n'en as pas parlé non plus, mais Christophe, je crois que vous avez cité tous les 3 le même outil en fait quand on a parlé, mais vous faites quand même beaucoup de visioconférences, j'imagine, au sein de vos entreprises, et il me semble qu'il y a un outil en particulier que vous utilisez tous. Ouais, je pense qu'il y a le standard maintenant qui est Zoom, qui est un outil qui est Zoom, absolument horrible d'un point de vue design, mais qui, il vient de faire une IPO démentielle et je pense que ça montre un peu leur succès. C'est Zoom succès. pour vous aussi? Non. Slack également. Slack pour faire les visios? D'accord. Okay. En fait, c'est assez intéressant. En fait, je pense que c'est aussi une question de la distribution géographique. On a des personnes qui sont à 5 heures de distance, qui sont dans les 2 sens d'ailleurs. Je pense que quand tu commences à être vraiment réparti sur différentes zones géographiques, tu as envie d'aller plus loin que Slack. Et en fait, tu peux plus avoir l'instantanéité. Et du coup, quand tu te parles, tu as envie de vraiment maximiser ce moment pour avoir, pour avoir le maximum d'interaction. Et le chat est pas suffisant. Et genre, du coup, nous, on est ultra utilisateurs de call avec des Zooms. Et on fait énormément de one-one. C'est pas des grands meetings avec toute l'équipe, etc. Et l'énorme avantage de Zoom, c'est juste que ça tient, en fait. Et après, je pense que... C'est moche, mais c'est solide, c'est ça? Ouais, non, mais exactement. En fait, c'est juste, ça a une stabilité, mais ça, c'est les tools de vidéo et d'audio, c'est une question de télécom. Hein. Genre, ça tient, en fait, et il n'y a que ça qui marche, quoi. Et je pense que l'autre truc qui était intéressant, c'est par rapport à Slack, je pense que l'utilisation, quand on est tous sur le même fuseau horaire d'un Slack, va être beaucoup plus élevée. Simplement parce que tu peux avoir une communication synchrone très forte, tu peux pinguer directement la personne, tu sais qu'elle est en train de travailler, etc. Dans des équipes où tu as X heures de décalage horaire, en fait, tu vas vraiment pousser l'équipe à être en communication asynchrone et par défaut, en fait, à pousser dans un outil comme justement Quip pour certains Confluence et pour les meilleurs slides. Tu vas avoir les projets qui vont être lancés, les notes de meeting de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit. Tu vas juste collaborer en asynchrone, en fait, juste sur une nouvelle feature, justement, ou alors une rétro, un post-mortem, etc. Et ça, en fait, ça change radicalement la manière dont tu vas travailler. C'est plus de la communication one-one où tu pinges directement quelqu'un sur Slack. C'est je suis en train d'écrire quelque chose. Je sais que par défaut, la personne qui travaille avec moi sur ça, mais qui est à Rio, le matin, va se réveiller, va voir ça, va être notifié qu'il y a des nouveautés dans ce document, va mettre sa graine. Potentiellement, on va s'échanger des commentaires, etc. Et à un moment, si on veut lancer le projet, on peut se faire un Zoom, mais ça n'aura pas une interaction sur Slack sur le projet. Alors justement, ça fait le lien avec cette notion de documentation, de communication. Et je crois là aussi que tous les 3, vous m'avez dit, en fait, quand on travaille à distance, ça nous oblige à être beaucoup plus précis dans la communication précise et dans la production de productifs, parce qu'on fait des réunions qui sont de fait beaucoup plus productives, beaucoup plus précises, on a une documentation qui est plus riche, et donc de fait on est beaucoup plus en capacité de savoir où on en est et d'avancer donc de manière plus construite. C'est ça globalement ce qu'il en ressort. En fait, ouais, ce que je trouve rigolo depuis tout à l'heure dans tous les thèmes que tu évoques, c'est qu'il y a juste des choses qui sont... Le remote, c'est juste une manière de faire. Et quand tu regardes les équipes remote qui marchent, en fait, il y a des espèces de valeurs ou des manières de faire qui se dégagent, qui sont un peu inhérentes à ça. Tu as le côté confiance et donner de l'ownership aux employés, qui est ce dont on parlait tout à l'heure. Qui est juste nécessaire parce que les personnes ne vont pas pouvoir micromanager, ce qui est génial, hein, genre tu enlèves par défaut dans ta boîte la capacité des managers de micromanager, donc génial. Tu vas avoir le côté transparence, toute l'information doit être accessible par défaut, sinon les gens en fait, qui se réveillent justement à l'autre bout du monde ne pourront pas travailler.
tu vas avoir la culture de l'écrit. Pareil, en fait, c'est nécessaire. En fait, juste, si jamais tu ne le fais pas, ta boîte meurt si jamais elle est en remote. Et du coup, en fait, ouais, pour moi, c'est juste des valeurs ou des cultures de boîte qui sont inhérentes au fait que tu sois en remote. C'est dur de s'en passer. La question du micromanagement et du présentéisme, c'est quelque chose qui est assez fort chez Zapier. Tu disais ton planning, tu le gères un petit peu comme tu veux. De fait, c'est vrai. En fait, tu étais un peu une freelance dans une entreprise où tu es salarié, quoi. On peut le voir comme ça, surtout moi, parce que je suis sur une time zone différente. Mes collègues américains vont avoir plus tendance à faire du 9 to 5. Ceci étant dit, s'il y a 9h-17h. Pardon. 9h-17h. En fait, quand vous parlez avec Frédéric au téléphone, vous avez du franglais en permanence. J'essaye de lutter contre ça, mais c'est un peu. Mes journées sont un peu, c'est schizophrène. Je parle en français à la maison et en anglais devant mon ordinateur. C'est un peu bizarre. Et du coup, voilà, mes collègues vont faire 9h-17h. Mais ceci étant dit, s'il y a un rendez-vous chez le médecin, s'il y a une petite absence, l'absence est là. Et puis, ils travailleront jusqu'à 18h, 19h. Là, par exemple, un bon exemple, c'est qu'on fait pas mal de recrutement. Donc, on fait des entretiens en ce moment avec un de mes collègues qui est à Vancouver. Donc, Vancouver, en gros, il est 9h quand, chez moi, il est 18h. Et on interviewe des gens qui sont aux États-Unis. Donc, il faut arriver à trouver un créneau pour lui et pour moi. Et donc, là, en début de semaine, en fait, c'est moi qui suis restée tard. Donc, je suis restée jusqu'à 22h pour faire les interviews. Et qui dit 22h dit, le midi, je suis partie manger avec des amis. J'ai fait même une petite balade. Voilà, j'ai fait une pause de 3 heures. Et puis, je suis revenue devant mon écran à 16h. Et puis, j'ai continué ma journée. Là, aujourd'hui, on a des interviews cet après-midi. Mon collègue va se lever à 6h du matin pour faire les interviews. Mais ça veut dire que juste, il va terminer le travail plus tôt. Donc en fait, on a vraiment cette flexibilité. C'est aussi quelque chose d'assez important quand on est recruté à Zapier. Moi, une des premières choses que Mike, un des 3 cofondateurs, m'a dit, il m'a dit, est-ce que tu es OK d'être flexible? Tu vas devoir travailler le soir de temps en temps. Est-ce que, c'est pas tout le temps, mais est-ce que tu es OK? Et c'est quelque chose qu'on accepte dès le départ. Donc on a le droit de dire non. C'est-à-dire que des fois, quand on me demande de faire une réunion à 10h le soir, j'ai le droit de dire non. Et je dis non, je dis souvent non, mais je dis souvent oui aussi parce que voilà, ça fait partie du jeu et du coup je prends ma matinée, je vais faire autre chose. Et pour moi, c'est très agréable comme organisation. Ouais, au-delà du fait que toi, tu as des horaires qui peuvent être un peu disparates du fait de la time zone qui est différente, il y a quand même cette idée que vous travaillez tous à la mission et que le présentéisme de fait s'efface. Et ça, c'est quelque chose qui est assez confortable aussi, qui renforce et qui est aussi lié, encore une fois, à la confiance que chacun s'accorde en fait, dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Et ça fait partie du principe aussi de la transparence, c'est-à-dire qu'on partage tout. Et quand je poste un message et que je tag quelqu'un, je n'attends pas que la personne me réponde dans la minute. En fait, c'est OK, je t'ai pingé, je t'ai mentionné dans un message, j'attends quelque chose de toi, mais en fait, c'est OK que tu répondes dans 5 heures ou même peut-être demain. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est compris dans la culture et qui fait que le présentéisme il n'a plus besoin d'être là, en fait. Je sais que tu me répondras parce que le projet doit avancer, mais tu n'as pas besoin d'être connecté là, maintenant, à la minute, même si ce serait censé être une horaire de travail pour toi au moment où je t'interpelle, quoi. Merci. On va enchaîner avec un 3e thème qui est sur l'innovation au sein de votre entreprise. La trace écrite est quelque chose d'assez essentiel et c'est peut-être une des clés pour continuer à exister. Tu disais, si on n'écrit pas, finalement, on est mort. Cédric, toi, tu me disais, en off totalement, mais je vous révèle les off, on n'a jamais été aussi efficace que quand on se voit dans une salle de réunion pour innover. Oui, alors ça, c'est vrai que ça reste quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on parle d'innovation et aussi d'esprit d'entreprise. Alors nous, ça fait 2 ans, et peut-être que j'appréhende un petit peu la suite où, alors je touche du bois, bon, j'en ai pas ici. Le turnover dans mon équipe est très faible, voire quasi nul depuis 2 ans. Ce qui fait que le renouvellement des équipes, que ce soit à Paris ou à Nantes, n'a pas encore eu lieu. Donc on a aussi beaucoup capitalisé dans cette organisation sur les liens interpersonnels qui existent entre les personnes, alors notamment moi en tant que manager sur les équipes à Paris et les équipes à Nantes.
La question de la durabilité est un vrai sujet sur lequel on pourra sans doute revenir. Sur la question de tu vas l'innovation revenir après, en Mais c'est un petit peu lié, pour moi, parce que les nouvelles recrues, notamment côté Nantes, et quand on s'éloigne du siège, là où se passe réellement l'activité business, où on est confronté finalement beaucoup plus au terrain, sont de fait moins sensibles finalement et ont moins de capacité de proactivité sur l'innovation et la réponse finalement aux problématiques métiers. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont insensibles complètement et n'ont pas d'idées, mais de fait ça va tomber un petit peu plus à côté de la plaque, quoi. Donc c'est pas simple. Nous on essaye d'y répondre par pas mal d'actions. Encore une fois, déplacer les équipes les plus régulièrement possible, se faire des séminaires. Alors à l'échelle de l'équipe de la DSI, à plus grande échelle au niveau de la boîte, bon, c'est plus compliqué, on est 90, on en fait un par an. Mais en tout cas, ça joue un petit peu à créer cet esprit d'entreprise. Il y a beaucoup de rituels aussi hebdomadaires, alors, qui réunissent toute la boîte en visio ou l'équipe, pas forcément dirigeante, ça peut être aussi des collaborateurs plus opérationnels, mais présentent les résultats de l'entreprise, présentent les avancées. Donc ça permet aussi de mettre tout le monde au fait de ce qui se passe côté business, de continuer à diffuser l'information. En revanche, ça se passe comment un moment en visio tous ensemble, une fois par semaine? Alors techniquement, c'est pas simple parce qu'il faut du matériel adapté. Donc on a fait des efforts, un petit peu d'investissement de part et d'autre sur chaque site pour installer notamment des caméras plus ou moins potables pour organiser des visios, notamment sur des grandes salles de réunion. Donc ça se passe pas tout le temps bien. Il y a tout le temps des petits problèmes techniques, faut en parler. C'est que les personnes qui organisent la visio à Paris, une fois sur deux, ça marche pas. Problème logiciel, problème matériel, bon, c'est l'informatique, quoi. Donc c'est pas tout le temps simple. En revanche, en moyenne, ça se produit, ces événements, et ça permet quand même de mettre tout le monde au fait des choses, de niveler les connaissances et d'essayer un petit peu de combler ce manque de proactivité sur l'innovation. Mais c'est pas l'idéal, et je pense qu'effectivement, l'innovation aujourd'hui, produit et technologique, apparaît beaucoup là où sont concentrés le maximum des équipes, et notamment chez nous, c'est au siège. Donc c'est un fait. Et vous, quand vous démarrez un projet, vous êtes toujours, vous allez forcément faire rencontrer les équipes pour qu'émergent les idées globalement, et que le début du projet s'initialise, on va dire, à un moment donné où on est tous ensemble. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la moindre occasion qu'on puisse avoir, on va essayer de la matérialiser sous forme d'une réunion physique, et ça permet de faire un petit peu de team building au-delà du projet. C'est pas grand-chose, c'est 2 heures de train pour ceux qui viennent. Donc ça se passe relativement bien. Et pour revenir à ta question précédente également sur la façon aussi de formaliser la documentation et les échanges, c'est vrai que ce mode d'organisation impose un formalisme qu'on ne s'impose pas forcément si on n'est pas en remote. Et si on doit faire une réunion projet, par exemple en visio, il y a tout un compte-rendu de réunion qui est fait déjà, qu'on ne faisait pas forcément avant, avec les minutes, les paroles de chacun, les prises de décision, les tâches à venir. Et dans la distribution de la parole au moment de la visio, il y a aussi des contraintes. Il y a un peu de formation à faire pour les gens, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas la même chose d'animer une réunion en visio qu'en physique. Et quand on passe cette petite étape, ça permet aussi de formaliser de manière générale beaucoup plus les choses. Donc c'est bénéfique aussi pour toute l'organisation au-delà du remote. Et chez Zapier, c'est pareil. Enfin, il y a 2 méthodes pour innover chez vous. Globalement, il y a les retraites, ces retraites annuelles que vous faites, soit avec toute l'entreprise, soit avec seulement le département marketing. Et puis, il y a aussi la possibilité de soumettre des idées régulièrement en fait, à l'équipe par Slack, entre autres. C'est ça. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait pendant les retraites où il y a tout le monde, c'est qu'on organise des hackathons. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas les hackathons, ça va être... donc, nous, on les fait sur 3 jours. C'est 3 jours où, en fait, avant le hackathon, tout le monde va envoyer des idées de projet. Ah, tiens, moi, je pense qu'on pourrait développer telle fonctionnalité. Moi, je pense qu'on pourrait faire telle chose pour le marketing, etc.
puis on vote tous pour une idée, et en fait on se retrouve en petits groupes, donc c'est en général de 5 à 10 personnes. Ça, c'est quand vous faites une retraite avec le département marketing? Non, ça c'est avec tout le monde. Avec tout le monde. Ça, ouais, quand il y a tout le monde. Ouais. Et du coup, on travaille sur une quinzaine de projets par équipe de 10 à peu près. Donc ça, c'est ce qu'on faisait avant. Et ça nous a permis de développer pas mal de fonctionnalités qui aujourd'hui sont des fonctionnalités phares chez Zapier. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a atteint un peu un nombre limite. Donc la dernière retraite, on n'a pas fait ça. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de réfléchir sur, on regarde, parce que ça existe, comment organiser des hackathons à distance. C'est-à-dire bloquer tout le monde pendant, alors c'est pas une semaine, c'est pendant 3 jours, 72 heures, et travailler sur des projets comme ça à distance. C'est pas encore fait, mais voilà, on réfléchit à d'autres idées pour amener de l'innovation. Mais il y a autre chose aussi qui est un peu plus informel, on va dire. Notre CEO, Wade, en fait, ça vient sur le modèle d'Amazon. Donc Amazon, Jeff Bezos disait qu'il était ouvert à toutes les idées de ses employés. Et donc, si on a une idée, en fait, documente-la, explique-moi ce que c'est, pourquoi tu veux le faire, etc. Envoie-moi. Je promets de lire l'idée. Et je promets de t'y répondre. Et en fait, on a le même principe. Donc, c'est-à-dire que si demain, j'ai une idée, je pense qu'on peut faire ci ou ça. Je vais le documenter, je vais l'écrire, je vais l'envoyer à Wade, donc notre CEO. Il va la lire et il va me répondre. Et s'il pense que c'est intéressant, il va lancer une équipe projet là-dessus. Et donc ça nous permet de tous un peu être... déjà, parce qu'en tant qu'employé, c'est vachement valorisant si on a notre projet qui est fait. Voilà, donc on est considéré. Donc on a envie, en fait, de trouver l'idée. Donc ça nous pousse tous un peu... il faut que j'innove. Donc tous, en tant qu'employés, on se sent hyper concernés. Et Wade, en tant que CEO et en tant que... Voilà, ça fait un moment qu'il a la boîte. Ça lui permet, pareil, d'avoir plein de nouvelles idées et peut-être d'en prendre une et d'aller plus loin. Et donc l'innovation est un peu circulaire comme ça dans la boîte. Chez Slide, j'imagine que c'est peut-être un peu différent. Enfin, je me dis, vous êtes finalement un peu un laboratoire d'expérience en fait, pour le remote, et qu'à chaque fois que vous tombez sur une nouvelle embûche, une nouvelle problématique, c'est autant d'idées qui viennent nourrir finalement le produit, parce que Slide est l'outil du remote, quoi. Alors non, c'est vrai, c'est rigolo. J'ai jamais réfléchi comme ça. On a effectivement toute la réflexion sur comment construire la boîte, et à chaque fois qu'on a une nouvelle barrière par la taille, par le type d'avancement qu'on a fait, etc., on re-réfléchit notre modèle. Mais au niveau du produit même, finalement, c'est des choses que je pense n'importe quelle boîte pourrait faire. On a des off-sites aussi très très réguliers. Nous, on se rencontre, tous les internationaux viennent à Paris tous les 2 mois. Donc c'est extrêmement fréquent. Et on a une fois sur 2, on part pendant 3-4 jours dans un endroit. Donc là, dans 2 semaines, on est à Lisbonne, par exemple. Et en fait, sur un modèle similaire, en asynchrone, on a un document qui parle de l'off-site. On explique un peu quels sont les gros sujets du moment, on rappelle un peu la stratégie, etc. Et on dit, voilà, on va avoir une journée de talk, une journée de workshop, une journée consacrée à autre chose. Proposez vos idées. Donc, si jamais les gens veulent faire des talks, ils vont en faire. Et je sais pas, il y a des trucs qui arrivent qui vont être sur un designer qui est super bon en contenu, qui va expliquer comment écrire un bon article. Et puis, tu vas avoir des workshops en mode, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire telle feature? Et tu vas avoir une équipe de 3 personnes qui vont travailler sur ça pendant un jour. Donc ça, c'est un peu justement pour vraiment de l'innovation, des choses qu'on n'aurait pas prévues. Et il y a des très belles features qui sortent grâce à ça. Et après, en fait, en continu, et ça, je pense que c'est juste une question de taille, l'organisation produit de Slide fait que on travaille un cycle de 2 mois. On explique à tout le monde, mais tout le monde est au courant de quels sont les grands axes stratégiques en ce moment, ce sur quoi on va travailler. Et en fait, tout le monde va soumettre ce qu'on appelle des pitchs, donc en fait des idées de features qui peuvent être aussi liées à du marketing, du sales, etc. Genre, on va tester tel truc sur le SEO, etc. Et évidemment, la grande majorité, c'est il y a telle feature business qui serait intéressante pour telle et telle raison. Voilà la data qui le prouve, voilà les retours qualitatifs des users, etc. Et du coup, là, en fait, c'est en asynchrone, encore une fois, c'est un document dans Slide. Les gens vont échanger dessus en asynchrone, vont expliquer pourquoi est-ce que ça, ils croient que c'est une bonne idée, pourquoi ça, ils le dismissent. Et ça, en fait, pour nous, le fait que tout le monde puisse soumettre des idées et que tout le monde les review ensemble et qu'après, nous, on fasse une sélection qui nous semble la plus cohérente par rapport aux axes stratégiques, en fait, ça nourrit l'innovation en continu. Tous les 2 mois, on a ce travail, en fait. Ok. Donc, tous les 2 mois, vous voyez, c'est ça, tous les 2 mois. Donc, à 14, on arrive à se voir tous les 2 mois. À 200 éclatés dans le monde, c'est une fois par an, ou un petit peu plus avec le... Mais chez vous, c'est quand même très régulièrement, c'est une par semaine, oui.
Sur cette question, on voit que le fait de se voir, de se rencontrer, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel. Après, je parlais avec quelqu'un hier qui me parlait que lui aussi d'une organisation qu'il a créée. Ils sont une dizaine en fait aujourd'hui à distance. Il me dit, mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on communique aussi tellement que en fait, quand on se voit, quand on se rencontre, en tout cas quand on se voit, on a l'impression de se connaître bien et très bien, parce qu'on partage en fait beaucoup de choses. Et également, je crois que c'est toi, Frédéric, qui me disait, on a le sentiment d'être encore plus attaché finalement au projet. Il y a un sentiment d'indépendance qui est encore plus fort. Ouais, je suis tout à fait d'accord, puisque vu que ce lien-là, il est pas présent, comme on n'a pas besoin juste d'aller au bureau pour voir ses collègues, c'est comme un peu la documentation en fait. On se force à créer, enfin on se force entre guillemets, on s'oblige à créer un lien en fait avec nos collègues, et du coup c'est encore plus enrichissant. Moi j'ai un collègue avec qui je travaille particulièrement, donc je pense que depuis 2 ans on a dû donc se voir 5 ou 6 fois, mais je connais sa vie, quoi. Je connais sa femme, alors que j'ai jamais vu sa femme, mais je connais sa femme parce qu'il en parle souvent. Il connaît mon conjoint, donc c'est toutes ces relations qui sont créées. Puis nous, on organise pas mal de challenges aussi dans la boîte. Là, par exemple, on vient de finir un challenge de méditation. Donc c'est des choses qui sont, c'est pas mal d'ailleurs. Je le conseille à tout le monde. En gros, on avait une application. Et tous ceux qui voulaient participer au challenge participaient. Et puis, on méditait 10, 15, 20 minutes tous les matins, tous les soirs quand on voulait. Puis ça log dans l'application. Puis celui qui a le médité le plus gagne un bon. C'est pour un peu introduire des trucs de santé. Pardon, j'allais dire le mot en anglais. Et en fait, ça nous lie parce que du coup, moi, j'ai jamais médité. Du coup, j'ai trouvé ça fun. Et du coup, j'ai dit super. Et donc, on en discute. Et puis, du coup, on crée un lien parce qu'on est là. Mais toi, tu médites, mais tu fais comment? Tu t'assois, tu debout, tu écoutes de la musique. Et du coup, ça crée un lien comme ça. Et on apprend à connaître les personnes. Tandis qu'au bureau, sincèrement, dans mon expérience passée chez Asano, je me serais jamais vu méditer tous les matins pour créer du lien avec mes collègues. Voilà, donc tous ces petits trucs un peu fun, etc., qu'on ne fait pas forcément au bureau parce que se voir suffit et que boire un café suffit. Nous, on fait, et on en fait vraiment beaucoup, quoi. Donc, ce qui fait qu'on partage peut-être un peu plus finalement. C'est notre quatrième et dernier thème de cette conférence. Donc cette question du team building et comment est-ce qu'on construit une équipe et comment est-ce qu'on soude une équipe. Cédric, donc tu as commencé à nous dire qu'il y avait des choses qui se passaient régulièrement, des rencontres Alors qu'est-ce que vous faites vous pour souder un peu cette équipe nantaise qui parfois peut se déconnecter, si je reprends un petit peu ce que tu nous as dit de ce qui se passe à Paris? Oui, alors déconnecter, c'est un peu fort. Fort. C'est le message que je voulais passer. Non. Mais en tout cas, pour partager vraiment les mêmes choses. Dans le partage entre collègues, et notamment entre différents sites, c'est intéressant parce que je pense que je me mets aussi à leur place parce que je suis à leur place, en fait. Enfin, en termes de... J'ai plusieurs équipes, en fait. Et ça qui est intéressant, il y a aussi plusieurs dimensions, finalement, d'esprit d'équipe qu'on peut aller chercher dans ce type d'organisation. Donc, il y a un noyau assez dur qui est le noyau vraiment local, quoi, où il se passe beaucoup de choses et comme dans toutes les entreprises finalement, quoi. Après, ça va dépendre aussi de chaque individualité sur le site. Bon, s'il y en a qui aiment bien faire de la méditation, peut-être que ça peut se passer sur un site d'avoir une animation méditation un matin. En tout cas, voilà, sur chaque site, il y a un vrai noyau, mais chaque individu peut aussi aller chercher au-delà de ce cercle, le cercle distant. Donc il verra moins fréquemment, donc il va aller découvrir aussi de manière plus asynchrone finalement. Et ça, c'est aussi intéressant d'avoir cette dimension supplémentaire, quoi. Donc après, concrètement, nous, donc sur chaque site, il va se passer ce qui se passe dans toutes les entreprises. Des animations plus ou moins spontanées portées par les salariés, les collaborateurs. Entre sites, il y a c'est tous ces instants projets qu'on essaye de matérialiser par des réunions off-site avec des transferts de personnes. Donc ça, c'est quand même assez sympa parce que, 1 à 2 fois par mois, je pense qu'on peut créer ces vraies réunions physiques. Et puis, il va y avoir des team building. Alors moi, j'essaye de faire assez régulièrement, 1 fois par an minimum au niveau de mon équipe en entier. Je vise même le 2 fois par an. Mais j'essaie de distribuer ça plutôt par des réunions projets. Et puis il y a le séminaire un peu plus global de l'ensemble de la boîte qui se passe aussi 1 fois par an. Donc voilà. Question du team building chez Slide. Vous évoluez un peu vers...
il y a cette culture du remote, mais il y a quand même 5 personnes qui ont travaillé un certain temps ensemble. Comment est-ce qu'on fait par rapport aux personnes qui ont commencé directement à distance pour construire une équipe qui est cohérente et qui soit soudée et qui se fasse confiance, alors qu'il y a des gens qui se voient de fait tous les jours et d'autres qui ne partagent pas ça avec l'équipe? Bon, déjà, c'est intéressant. En fait, il y a plusieurs écoles. Genre, justement, quand je te disais que j'avais pris un grand moment à parler avec des personnes qui avaient réussi cette transition même pas cette transition d'ailleurs, à construire des équipes remote at scale. Et notamment, je pense que c'est l'exemple le plus flagrant aujourd'hui, c'est InVision. Ils sont donc, je te disais, 700 à faire ça. Et Clark, le CEO, me disait, genre, de toute façon, c'est all-in or all out, tu fais pas moite-moite. Et nous, on était moitié-moitié. Donc, ça m'a pas mal remis en question. Je sais pas si ça aurait escalé. En tout cas, je sais que quand on était jusqu'à 6 au bureau et le reste en remote, on a toujours réussi à maintenir énormément de cohésion dans l'équipe. On a les process qui suivent aussi. On se voit très régulièrement. Je te disais que les internationaux, donc en fait l'ensemble de l'équipe se retrouve une fois tous les 2 mois, mais toute l'équipe, tous les remotes qui sont pas trop loin de Paris se retrouvent une fois par mois sur Paris. On a énormément de one-one, donc juste des meetings entre une personne et son manager toutes les 2 semaines, où moi j'en fais avec tout le monde au moins une fois par mois. Donc tu maintiens ce genre de choses. Tu as les off-site qui aident aussi. Donc en fait, je pense qu'à notre taille, c'était pas vraiment un problème. En fait, et puis il y a aussi l'histoire de la boîte. On a été accéléré l'année dernière par un incubateur à Mountain View. On s'est retrouvés, ce qui était un peu complètement absurde pour une boîte remote, pendant 3 mois à travailler jour et nuit. On était 8 à l'époque, paquets dans une maison qui était aussi notre bureau. Donc il y a aussi un truc où on se connaît très bien, on a eu toutes ces expériences qui faisaient ça. Mais honnêtement, je ne sais pas si ça aurait grandi. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on va vers cette direction du full remote. On sent que c'est plus simple de maintenir la cohésion s'il n'y a pas notamment tous les managers au même endroit. Et j'ai mon CTO justement qui a déménagé à Nantes la semaine dernière. Et je pense que il n'y a aucun lead de l'équipe qui est au même endroit. Et je pense que c'est essentiel pour le coup, si jamais on grandit à 50-100 personnes, je pense que ce serait dur de faire autrement. Nantes, ce nouveau Montreuil, du coup, comme le dit l'article, que d'autres ont sans doute lu. Pour terminer cette table ronde, puisqu'on approche de la fin, j'aurais voulu vos quelques plus et quelques moins sur ce que vous trouvez en fait aujourd'hui dans le mode d'organisation dans lequel vous êtes, pour nous dire un petit peu qu'est-ce qui est vraiment très positif et qu'est-ce qui est un tout petit peu moins dans votre quotidien ou de manière générale. On peut commencer par toi, Christophe. Mon feeling, c'est que le remote, en fait, ça impose, et je parle surtout de ça parce qu'on est la plus petite boîte, le remote impose des processus, la culture de l'écrit, le fait de tout le temps documenter, le fait justement d'avoir des process d'interaction humaine beaucoup plus fortes, qui sont juste en fait nécessaires au fait que ça marche. Mais je suis persuadé que n'importe quelle boîte qui dépasse les 20, 30, 50 personnes devrait les mettre en place. Et la plupart des boîtes qui passent 30-50 personnes, j'en parle avec des amis, avec des connaissances, etc., ne les mettent pas en place. Et du coup, l'énorme avantage du remote, c'est que ça te force à bien travailler. Après, les désavantages, c'est que ça te force à bien travailler. Donc en fait, c'est de l'extra taf. C'est-à-dire que dès le début, nous, de Slide, alors qu'on est 14 personnes, franchement, je passe 25% de mon temps avec mon cofondateur à réfléchir à comment manager l'équipe, comment maintenir la relation, comment est-ce qu'on fait pour que les développeurs et les products qui sont en remote se sentent investis, comment est-ce qu'on développe l'innovation. Tu vois, toutes ces questions, on se les pose depuis 2 ans et demi. Et en même temps, on réfléchit à comment développer le produit, comment lever des fonds, comment tu vas recruter. D'autres questions que toutes les boîtes doivent en plus se poser. C'est vrai que c'est un peu ça aussi. Du coup, ces questions, elles sont au cœur du quotidien finalement, et c'est ça aussi les plus et les moins d'une organisation à distance. Oui, tout à fait. Ce plus-là, la formalisation des échanges et les bonnes pratiques en termes de projets qu'impose le remote, on en a parlé tout à l'heure, et je pense que c'est un vrai plus. Un autre plus que tu as évoqué tout à l'heure aussi, Christophe, je crois, c'est... et je crois qu'il y a une autre table ronde qui va parler un peu des nouveaux modes d'organisation, des structures un peu plus plates, on va dire. Et c'est vrai que le remote est très en phase de fait avec cela, puisque alors moi je suis manager d'une équipe d'une vingtaine de personnes distribuées entre 2 sites. Clairement, je ne suis pas dans le dos des gens au quotidien.
Et c'est assez intéressant parce que ça fait 2 ans que je fais ça. Je leur pose régulièrement la question, bon bah voilà, est-ce que ça te plaît d'avoir un manager qui est pas là, qui est distant, qui reste joignable sur Slack et par téléphone quand tu as besoin, mais globalement qui est pas souvent à côté de toi. Et ça dérange personne, au contraire, quoi, et ça leur plaît même. Donc c'est un petit peu en phase en fait finalement avec finalement la dissolution de cette image du manager ultra présent, du micromanagement comme tu évoquais. Et ça, c'est un vrai plus parce que adopter le remote, c'est déjà faire un pas vers un accomplissement d'une structure beaucoup plus plate. Donc ça, je trouve ça bien. Et en moins, je pense que j'en ai des fois un petit peu marre de faire l'agence de voyage pour acheter des billets de train. Et Frédéric, toi aussi, c'est cette vraie notion de confiance et de liberté aussi, justement, parce qu'il y a si une confiance, c'est aussi quelque chose qui est très présent, je crois. Ouais, assez énormément pour moi, parce que c'est voilà, le remote, comme disait Christophe, ça implique qu'on travaille beaucoup, puisqu'au final, on n'est pas au bureau, donc on ne prouve pas qu'on est là. Donc à la fin de la semaine, il faut bien dire « Ah ben j'ai avancé sur tel projet ». Donc finalement, je travaille plus depuis que je suis en remote que quand j'étais dans un bureau physique. Enfin, je travaille plus, je fais plus en fait, je suis plus productive, voilà le terme. Des plus, moi j'en ai plein, parce que voilà, moi je vis dans une grande maison, dans un tout petit village avec la montagne en fond, et je fais un boulot qui est extrêmement enrichissant. Donc je pense que j'ai un équilibre de vie personnelle et vie professionnelle qui pour moi est parfait, parce que voilà, je suis quelqu'un de la campagne, donc j'ai beaucoup de plus sur ce terme-là. Le moins, ce que j'aurais, c'est peut-être la rapidité des choses. C'est-à-dire le remote à l'échelle globale, donc pas quand on n'est pas sur la même time zone, fait que les choses avancent un peu plus lentement. Et des fois, c'est un peu frustrant parce que, voilà, avec mon collègue qui est à Vancouver, on a une journée de décalage. Et du coup, quand je lui poste un message, il l'a le jour d'après, je l'ai le jour d'après. Donc les choses avancent lentement et ça peut être frustrant des fois. Et donc il faut arriver à gérer ces frustrations et se dire, bon, mais voilà, un projet qui dans le bureau aurait peut-être pris 1 semaine, et ben, ça va prendre 2 semaines en remote. Mais il n'en sera peut-être que meilleur ou pas, mais en tout cas, voilà, il faut l'accepter, quoi. Merci, merci Frédéric, merci Cédric, merci Christophe, merci à vous ce matin. J'espère qu'on vous aura donné envie de faire un peu du remote.